Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler encore un petit peu de matériel puisque je vais vous présenter le Panasonic Lumix TZ95 que j'ai ici en main. C'est parti! Alors juste un petit rappel avant de commencer, si jamais vous n'avez pas vu ma précédente vidéo de revue du GX9, je suis donc ambassadeur Panasonic depuis quelques semaines. C'est dans ce cadre-là que je fais la revue de ce matériel. C'est donc du matériel que j'ai en prêt et en échange je fais simplement une vidéo. Je suis libre de dire ce que je veux au niveau du matériel, donc je vais essayer d'être le plus objectif possible et de vous présenter ce matériel le plus honnêtement possible également. On passe maintenant à la présentation du boîtier. Alors le Lumix TZ95 fait partie de la gamme des zooms de voyage de Panasonic. Il s'agit donc d'un appareil photo compact qui a pour vocation de vous permettre de voyager avec un appareil compact, facile à ranger et qui vous permet de faire toutes sortes de photos. Alors côté spécification, le TZ95 embarque un capteur de 20 mégapixels de 1 sur 2,3 pouces. Ça veut dire que c'est à peu près la taille des capteurs que l'on trouve dans les smartphones haut de gamme. C'est pas très grand, mais ça a l'avantage d'offrir d'autres fonctionnalités. Par exemple, le fait d'avoir un tout petit capteur permet d'avoir une plage focale qui est assez énorme, puisqu'on a ici sur cet appareil un équivalent de 24-720 mm, tout en gardant en fait une taille de boîtier assez compacte. Pour vous montrer, je vais simplement l'allumer. Donc là, je suis à l'équivalent 24 mm, et quand je zoome au maximum, là j'arrive à un équivalent de 720 mm, autant dire que le boîtier reste tout à fait compact, et une fois replié, comme vous pouvez le voir, il prend vraiment aucune place, on peut facilement le ranger dans une poche ou dans une sacoche. Ce capteur de petite taille est quand même stabilisé sur 5 axes, ça veut dire que vous pouvez compter sur la stabilisation directement du capteur pour avoir des photos plus nettes et donc de pouvoir plus facilement travailler à main levée, même en basse luminosité. Côté autofocus, il embarque exactement la même technologie que la plupart des boîtiers Panasonic, c'est la technologie DFD qui est basée sur la détection de contraste et qui est quand même très rapide. Côté ouverture du diaphragme, là par contre c'est sans doute un de ses points faibles, mais c'est principalement dû au fait qu'il a un capteur très petit et une plage focale très grande. Vous avez assez peu de jeu puisque l'ouverture maximale est de f3.5 et l'ouverture minimale est de f8. Tout dépend de la plage dans laquelle vous êtes. Si vous êtes par exemple à 720 mm, il me semble qu'on est entre f6.3 et f8. Ça laisse pas beaucoup de marge, mais ça n'empêche qu'on a quand même d'autres avantages. On sacrifie un petit peu la souplesse en termes d'ouverture, mais on gagne beaucoup de souplesse en termes de zoom et donc en termes de focale. Donc côté physique, comme vous pouvez le voir ici, je vais essayer de l'approcher. J'espère que mon appareil fera correctement la mise au point. Vous avez un boîtier de toute petite taille. Vous avez bien sûr ici la partie où il y a l'objectif. Autour, vous avez une bague qui, selon les modes, va vous permettre de faire la mise au point ou de régler l'ouverture. Vous avez ici le grip qui permet de correctement prendre le boîtier en main. C'est pas très grand, mais ça fonctionne assez bien. Sur les côtés, vous avez ici simplement de quoi accrocher la petite poignée qui est livrée avec. Même chose de l'autre côté. Vous avez ici sous le capot en fait une connexion avec une sortie HDMI et une connexion USB. Donc la connexion USB permet simplement par exemple de connecter le boîtier à votre ordinateur pour récupérer les photos, mais c'est ce qui vous permet aussi de recharger simplement votre appareil via USB à condition que l'appareil soit éteint par contre. Alors à l'arrière de l'écran, j'espère que mon appareil fera de nouveau la mise au point correctement. Vous voyez qu'on a un grand écran quand même de belle qualité. On a ici en fait une molette qui fonctionne assez bien. On a plein de boutons de fonction dont la plupart peuvent être customisés. Ça de ce côté-là, aucun souci. L'écran que l'on a à l'arrière peut également être relevé, il est tiltable donc on peut le passer au-dessus de l'appareil, ce qui le rend très pratique pour prendre des photos en selfie ou de se filmer par exemple, ce qui pourrait être éventuellement une bonne solution pour faire du vlog. Je vous reparlerai un petit peu des fonctionnalités vidéo par la suite. Sur le dessus, on retrouve en fait la molette des modes. Vous avez le mode forcément manuel, automatique, priorité ouverture, priorité vitesse, vous avez un mode scène, vous avez un mode panorama aussi qui fonctionne très bien. Le mode panorama par exemple vous permet à ce moment-là en tournant l'appareil de automatiquement prendre un panorama et de le recomposer dans l'appareil. Vous avez forcément le bouton on-off, vous avez un bouton qui permet de lancer l'enregistrement des vidéos et vous avez bien sûr ici le commutateur qui vous permet de zoomer, dézoomer avec l'appareil. En dessous vous retrouvez la fixation au trépied et le logement dans lequel on retrouve une carte SD et à ce moment-là vous avez également la batterie. Côté autonomie, cet appareil se défend particulièrement bien. Il est donné pour 300 et quelques photos. Globalement, pour ma part, j'ai été plutôt agréablement surpris
puisque j'ai réussi à tenir une journée complète sans vraiment me soucier de sa durée de vie. J'ai tenu toute une journée sans devoir le recharger, donc je pense que contrairement à ce que j'avais dit pour le GX9, pour le TZ95, il me semble que l'estimation qui est faite de la batterie est en dessous de la vérité. De ce côté-là, j'ai vraiment rien à lui reprocher, il a une excellente autonomie. Au niveau des autres fonctionnalités, il a le Wi-Fi intégré, il a le Bluetooth intégré. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que notamment dans cette dernière génération d'appareils, puisque ceci a été annoncé en février 2019, le Bluetooth va vous permettre par exemple de l'appairer avec votre smartphone et de le contrôler entièrement au smartphone. C'est du Bluetooth 4.2 basse consommation. Et donc ça veut dire que vous pouvez laisser le Bluetooth activé sur l'appareil sans que ça pénalise trop l'utilisation de la batterie. Le côté intéressant de ça, c'est que l'application Panasonic qui permet de le gérer va vous permettre de le piloter à distance. Vous allez pouvoir l'employer en live view, vous allez pouvoir faire de la prise de vue. Vous pouvez également filmer directement en le pilotant depuis le smartphone. Mais aussi vous avez la possibilité d'automatiquement récupérer les photos prises avec l'appareil sur le smartphone et donc directement pouvoir les publier sur les réseaux sociaux par exemple. Et pour ce faire en fait l'appareil et le boîtier dialoguent de manière à activer ou désactiver le Wi-Fi quand c'est nécessaire. Et donc par exemple quand vous faites un transfert de fichiers entre le boîtier et votre smartphone, le Wi-Fi se met automatiquement en marche, votre smartphone passe automatiquement sur le Wi-Fi du boîtier, il récupère les photos et ensuite le Wi-Fi est déconnecté. Donc ça vous permet de faire ces transferts de données faciles de l'un à l'autre sans pour autant devoir trop vous soucier de devoir aller piloter dans les réglages. Tout se fait directement au niveau du smartphone. Alors côté vidéo, ce boîtier est capable de filmer en 4K 25 ou 30 images par seconde suivant la norme, ou alors éventuellement en Full HD à jusqu'à 100 ou 120 images par seconde suivant la norme. Donc ça peut être intéressant aussi, si vous voulez vous faire des ralentis, vous pouvez au moins le faire en Full HD. Le fait de pouvoir filmer en 4K lui permet d'implémenter toutes les fonctionnalités de photo 4K qui sont courantes sur les appareils Panasonic, et donc vous allez retrouver pas mal de fonctionnalités qui vont avec, notamment le fait de pouvoir faire du focus stacking. Vous allez pouvoir également faire les systèmes de photo 4K où vous déclenchez et vous sélectionnez par la suite une photo qui vous plaît. Vous pouvez faire du timelapse, vous pouvez faire du stop motion, toutes ces fonctionnalités sont déjà intégrées au boîtier, ce qui le rend vraiment très polyvalent. Venons-en maintenant à mon opinion sur ce boîtier. Alors j'ai eu du mal au départ à savoir quoi penser de ce boîtier, simplement parce que j'avais abordé le problème sous un mauvais angle. J'ai voulu aborder ce boîtier comme j'aborderais un boîtier comme l'Alpha C3 qui est en train de me filmer, ou peu importe, c'est-à-dire un boîtier haut de gamme avec de grosses performances qui est fait pour du travail hyper lourd. Ce boîtier n'est pas du tout là pour ça, et donc forcément j'arrivais pas à faire quelque chose de sympa avec. Quand j'ai commencé à lire un petit peu les spécifications, que je me suis rendu compte que vraiment la taille du capteur était l'équivalent de celle d'un smartphone et qu'on avait toutes ces fonctionnalités qui étaient faites vraiment pour la photo, pour vous simplifier la vie au niveau de la photo, j'ai compris que ce boîtier est surtout destiné à des gens qui ne veulent pas se prendre la tête et qui veulent un maximum de fonctionnalités. Et de pas devoir chercher pendant des heures, de pas devoir faire de la post-production, etc. De directement avoir un maximum qui sort du boîtier et de pouvoir en profiter directement, que ce soit en le regardant sur le boîtier, sur l'ordinateur, en l'imprimant, mais aussi en le partageant sur les réseaux sociaux, puisque c'est quand même énormément à la mode pour l'instant. Donc si je prends ce boîtier d'un point de vue professionnel, je vous le déconseillerais totalement, ça sert pas du tout à ça. Par contre, si vous voulez un boîtier qui vous accompagne tout le temps, vous voulez prendre des photos, que ce soit pour vos souvenirs personnels, quand vous allez manger avec des amis, pour faire un petit selfie, quand vous voulez prendre des photos de ce que vous avez vu, de ce que vous avez mangé, enfin, tous les petits souvenirs et les petits souvenirs ponctuels que vous allez avoir à gauche et à droite, je pense que ce boîtier répond très bien à ce besoin. Il a tout ce qu'il faut pour. Vous avez une plage focale qui est ultra polyvalente. Alors j'ai parlé du 24-720 mm, mais en fait ça va plus loin que ça, parce qu'en fait vous pouvez faire une mise au point jusqu'à 3 cm avec ce boîtier. Donc vous êtes vraiment collé littéralement au sujet. Je vais vous montrer quelques photos pour vous donner des exemples, mais quand vous mettez à 50 mm, vous pouvez toujours rester à 3 cm de distance du sujet, et en fait vous arrivez à faire de la macro ou de la quasi macro avec, et donc vous pouvez partir de la photo d'objets de petits détails jusqu'à aller prendre de la photo d'un animal qui se trouve très loin à 720 mm, même si c'est pas l'appareil qui sera le meilleur dans chacune de ces situations. Trouver un appareil qui est capable de répondre à tous ces besoins est quand même assez rare, et je pense que dans ce cas-là, il s'en sort assez bien.
Donc pour moi, cet appareil n'est pas particulièrement bon dans un domaine ou un autre. Alors il a forcément également son lot de faiblesse puisqu'on a un tout petit capteur. Donc ça veut dire qu'en basse lumière, il va vraiment souffrir. En plus de ça, l'ouverture maximale n'est pas énorme. Donc ça, en basse lumière, je vous le conseille vraiment pas. Mais par contre, là où il devient intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de vous demander s'il y a moyen de faire quelque chose avec. Vous voulez photographier un détail, vous pouvez. Vous voulez photographier un paysage, vous pouvez. Vous voulez faire un selfie, vous pouvez. Vous pouvez filmer ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez faire du panorama. Vous pouvez aller faire un petit peu de photo animalière, je veux dire occasionnellement. Si c'est vraiment de l'ordre de faire de la photo facile, sans prise de tête et sans vouloir aller chercher de la photo ultra haut de gamme. Alors l'appareil photo se débrouille très bien d'un point de vue qualité optique. On est quand même sur une optique qui est conçue selon les normes Leica, donc c'est pas rien. Ceci dit, dites-vous qu'à 720 mm, c'est quand même assez mou. Contrairement aux courtes focales où le détail est vraiment ultra présent, vous le verrez sur des photos que je vous montre en vous donnant ces explications. Même quand on est au niveau macro, on a quand même énormément de détails. Par contre, quand on commence à attaquer à 720 mm, là, il y a toujours un peu de flou, de mou. C'est pas vraiment du flou de bouger ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que là, on est vraiment à l'extrême de la focale. Et comme souvent dans ces cas-là, dans les zooms qui ont une plage optique très importante, les extrêmes ne sont jamais très très bons. En plus de ça, on a quand même à ce moment-là une ouverture qui est ultra limitée. Il faut savoir que pour une taille de capteur pareille, être à f6.3 ou f8, on induit forcément de la diffraction et ce qui réduit forcément la qualité optique. Bien sûr, tout est une histoire de compromis dans cet appareil-là. Si je devais le qualifier, je dirais que c'est l'équivalent d'un couteau suisse. Il est capable de faire de tout. C'est le meilleur en rien, mais il est capable de faire de tout. Et c'est sans doute ce qui fait sa force, c'est le fait que vous pouvez le prendre avec vous et vous savez que vous allez toujours pouvoir faire une photo qui vous intéresse, quitte à éventuellement devoir un petit peu chipoter pour les réglages, parce que forcément il n'est pas adapté à tout type de photographie d'un point de vue ergonomie, mais vous avez toutes les fonctionnalités nécessaires. Alors pour vous donner une idée, cet appareil vaut dans les environs des 450 €. Alors c'est pas un prix précis, je vous donne une fourchette de prix simplement parce que ces prix varient, il est encore très récent, donc dans quelques mois son prix va sûrement descendre, mais ça peut paraître peut-être pour certains beaucoup, parce que c'est un appareil compact et que on pourrait se dire du coup un appareil compact on en trouve moins cher, mais il faut quand même ramener ça dans le contexte d'un smartphone, c'est-à-dire que avec un appareil de ce genre-là, si vous aimez la photo au smartphone et que vous aimez avoir quelque chose que vous avez toujours en poche et que vous allez sortir et vite faire une photo, je pense que cet appareil peut très bien répondre à ce besoin-là. Et du coup, par rapport au prix d'un smartphone de bonne qualité, c'est relativement ridicule. Je veux dire, si vous mettez ça côte à côte à un Galaxy S10 ou les derniers iPhone, vous payez 3 appareils photo pour un iPhone. Donc c'est vraiment pas trop cher. Bien sûr, avec forcément toujours l'inconvénient que vous avez un appareil en plus, mais les qualités des photos sont quand même très bonnes et vous avez beaucoup plus de polyvalence de ce côté-là. Donc pour conclure, je dirais que cet appareil photo, c'est un petit peu le canif suisse de la personne qui voyage, c'est-à-dire c'est l'appareil qui va vous permettre de prendre beaucoup de types de photos sans pour autant être le meilleur dans chacune des disciplines, mais il a l'avantage d'avoir plein de fonctionnalités et donc de toujours vous permettre de vous débrouiller. Est-ce que je conseillerais cet appareil photo? Pour quelqu'un qui fait de la photographie professionnelle, qui veut faire des tirages de grande qualité, etc., peut-être pas. Par contre, pour quelqu'un qui veut un petit appareil à prendre en poche et de pouvoir facilement se trimballer avec énormément de polyvalence. Alors la polyvalence se paye un petit peu au niveau de la qualité, puisque notamment on va avoir des grandes plages focales, mais on a très peu de variations d'ouverture. Qui dit peu de variations d'ouverture et une ouverture maximale qui est pas très grande, dit également qu'il souffre un petit peu en basse lumière. Mais voilà, si maintenant vous faites de la photo en extérieur, vous n'aurez jamais aucun souci. La stabilisation fonctionne bien, vous avez plein de modes de mise au point, donc vous pourrez vraiment faire beaucoup de types de photos différentes avec. Et donc si vous cherchez quelque chose qui fait un petit peu tout, dans ce cas-là, je pense que ça paraît et peut être vraiment intéressant à analyser et de voir s'il répond à vos besoins. Le mieux est toujours bien sûr de le tester et de voir si c'est le cas. Et voilà donc mon avis pour le TZ95. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à me faire part de vos réactions dans les commentaires sous la vidéo, ils sont là pour ça. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook de Déclic Numérique, il y a le groupe Facebook de Déclic Numérique, il y a le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous trouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.